bonsoir. Alors là, pour commencer le séminaire d'aujourd'hui, bon, d'abord, avec Bastien, on a vu que, bon, on se rend à l'évidence qu'après la Covid, il y a eu ces changements dans lesquels le séminaire il est doublement mixte, non? C'est-à-dire les amis qui sont en présence, les amis qui sont par Zoom, que certains sont comme... comment s'appelle la québécoise qui... Anna. Anna. Anna, oui. Anna depuis le Québec, c'est le Québec. Anna depuis le Québec, ou Eduardo Alpaca depuis le nord-ouest de l'Argentine, donc bon, par Zoom. Mais aussi, bon, comme vous savez, on s'est rendu compte que, et on est très content, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. On a vu qu'il y a régulièrement 800 personnes environ que certains visitent, d'autres suivent les séminaires par YouTube. Mais alors, on voulait justement dire, les gens qui sont par Zoom, bien entendu, peuvent intervenir. Mais bon, moi, ce que je voulais dire, c'est surtout que par rapport à tous ces gens qui suivent les séminaires en différé, non, tous ces gens qui voient par YouTube, on voulait vous proposer, ça nous ferait plaisir vraiment pour la dynamique du séminaire, que vous essayiez aussi de participer dans la mesure du possible en envoyant des questions ou des interventions, des inquiétudes, des commentaires, je ne sais pas, au site du collectif Malgré Tout. Si vous faites collectif Malgré Tout sur Google, vous tombez sur les sites parce que c'est vrai que comme du coup il y a cette asymétrie entre les gens qui sont en présence ou les gens qui sont en Zoom, donc en direct, d'une façon ou d'une autre, et tous ces gens-là qui nous suivent par YouTube, voilà, on souhaiterait avoir, dans la mesure du possible, aussi avec les gens qui suivent par YouTube, un tout petit peu, quelques feedbacks, quelques réponses, quelques modes d'intervention, qu'on puisse orienter aussi notre travail avec les gens qui nous suivent en différé. Et aujourd'hui même, on va commencer par deux questions qui ont été posées, une par Anne du Québec, qui sont une question intervention qui s'accroche. Ce n'est pas un problème si ça désordonne un tout petit peu les séminaires, il est de toute façon très désordonné naturellement. Mais ça permet quand même, c'est la méthode qu'on dit toujours qui est une méthode spiralaire, hein, c'est-à-dire qu'on revient sur les choses en ajoutant d'autres, c'est-à-dire que ce n'est pas un cours linéaire comme ça. Donc il n'y a aucun problème avec les interventions qui nous exigent quand même de revisiter certains concepts en les augmentant avec les inquiétudes des gens, parce que la question c'est de voir si on peut ensemble construire quelque chose. Hein. Alors, de ce point de vue-là, on préfère comme ça commencer par des questions, interventions qu'on incorpore, mis à part bon, ce que vous pouvez intervenir, les gens qui sont présents ici. Et sinon, juste une chose, on avait fait les grands jeux du collectif Malgré Tout, parce que comme maintenant on est suivi en différé, on fait, c'est la télé, quoi, carrément. Alors donc, maintenant on a un autre jeu. Là, les premiers jeux, on avait fait circuler une phrase dite par un sage oriental, et on demandait qui était. Alors on ne va pas donner la réponse, mais c'est Eduardo Alpaca, du nord-ouest de l'Argentine, qui a gagné le four à micro-ondes. Bon, c'est un four à micro-ondes, à vrai dire, qu'on avait déjà utilisé à la maison, mais bon, chacun avec ses moyens. Maintenant, le grand jeu collectif Malgré Tout, c'est la première personne qui sache qui est cette personne qui aujourd'hui hospice, non, comme on dirait, qui nous inspire, qui, je sais pas, voilà, qui inspire notre... Alors voilà, le jeu du collectif Malgré Tout, dès ce mois-ci, c'est identifier les personnages. Alors la question d'Alpaca est par rapport à plusieurs reprises, on a évoqué la question de ce qu'on nommait les trois révolutions anthropologiques. Vous vous rappelez, on a développé l'idée de que, à vrai dire, il y a trois grandes ruptures pour l'humanité, si on peut dire comme ça,
qui vont dans le sens d'une déterritorialisation, d'une production, etc. On a dit que la première grande rupture épistémologique, anthropologique, était quand l'humanité s'humanise, quand l'espèce humaine devient quelque chose qu'on peut appeler s'humanise, pour dire comme ça, je ne sais pas comment on devrait dire correctement, mais c'est quand émerge, quand on invente, on produit la langue articulée. Non, alors on dit ça, voilà, que la langue, alors je ne vais pas revenir lourdement là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de ça, hein, mais on dit que quand on passe de la communication, il y a des proto-langages animaux aussi, il y a plein de proto-langages animaux, mais disons quand on passe de la communication animale comme ça à un langage articulé comme une combinatoire séparée, n'est-ce pas? C'est-à-dire on sait bien qu'on nomme langage non pas à des signes, non, comme la fumée et le feu, n'est-ce pas? Sinon avec l'autonomie de la combinatoire de la langue qui a un rapport non pas bionivoque avec les choses nommées. Oui, bon, les signifiants, signifiés, etc., etc. Et ça, pour aller très vite, on dit que quand l'humanité devient humanité avec la langue, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'expérience indirecte, les connaissances indirectes deviennent très très importantes. Il existe chez certaines espèces, des mammifères et autres aussi, des transmissions de la part des adultes de l'espèce vers les petits qui permet que les petits apprennent des choses sans faire l'expérience. Vous comprenez? Donc, transmission directe existe chez certaines espèces. Les adultes peuvent transmettre certaines expériences qui épargnent les petits de faire l'expérience pour avoir la connaissance. Avec la langue, effectivement, il y a un saut énorme parce que du coup, il est possible de transmettre énormément d'expériences indirectes, non, et donne une puissance très grande aux humains, hein, sans qu'on fasse l'expérience. C'est clair ça. C'est-à-dire, voilà, ils te disent, là il y a un puits, tu n'as pas besoin de tomber dans les puits, quoi. Alors, la deuxième grande... Bon, alors on dit que là, ça signifie effectivement pourtant un niveau très haut de déterritorialisation, n'est-ce pas? Parce que du coup, l'expérience en direct donne une puissance, mais comme toujours, comme dit Rousseau, on voit ce qu'on gagne, on ignore ce qu'on perd, n'est-ce pas? Et ce qu'on va perdre, c'est tout ce que l'expérience directe, c'est-à-dire que ça implique une déconnexion avec les corps, pas seulement son corps, mais les corps, non? Alors, c'est ces deux processus, non? Une acquisition d'une puissance fantastique qui lui permet de conquérir cette espèce, qui est une espèce très faible d'un certain point de vue. C'est-à-dire que les petits de l'espèce, ils naissent absolument avec aucune capacité d'autonomie, contrairement à la plupart d'autres espèces, etc., etc. Bon, cette espèce, avec cette puissance déterritorialisante, quand même, elle devient dominante. Elle devient petit à petit dominante, elle se répand sur la surface de la planète, etc. Bon. La deuxième grande révolution, c'est effectivement l'écriture, l'invention de l'écriture dans Mésopotamie. Alors, il y a 3000, 3500 ans, je ne sais pas toi, que tu viens de la Mésopotamie. Et alors, donc, effectivement, avec l'écriture, du coup, tout à coup, la pensée peut être matérialisée. Bon, c'est pas simplement la transmission orale des savoirs en direct, mais c'est l'acquisition d'une masse incroyable des savoirs qui est un niveau de déterritorialisation que d'une façon un peu grossière, comme ça pour dire, signifie que si on peut dire que avec la langue, l'espèce qui possède la langue, on peut dire qu'il y a 50% d'expérience indirecte, des connaissances indirectes qu'on peut jouir, utiliser, n'est-ce pas? Avec l'écriture, on peut dire que c'est peut-être 3/4, 75%, hein, ce n'est pas des calculs, mais que 75% donc, de ce que c'est le petit humain, entre l'écriture et la langue, va être des sources indirectes. Ce n'est pas la peine que les petits sachent lire, bien entendu, ni que tous sachent lire, mais l'humanité cumule savoir. Et on dit la troisième grande révolution, c'est la révolution digitale, n'est-ce pas, qui va créer une nouvelle réalité
Et les trois révolutions, effectivement, ont, comme parmi d'autres variables, éléments, c'est des modifications radicales du mode de vie et des humains, des modifications anatomiques, des modifications physiologiques, des modifications de tout type, n'est-ce pas? Parce que c'est ces mouvements que nous nommons, on va développer un tout petit peu après, des autoproductions du monde de soi, n'est-ce pas, qui en permanence modifient. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Pierre Feu, je ne sais pas comment s'appelle, cette bande dessinée qu'il y avait il y a très longtemps, d'un homme des cavernes qui, c'était une sorte de... Pierre à feu. Comment? Pierre à feu. Pierre à feu. Que c'était une sorte de truc idéologique nord-américain dans lequel on voyait que, comme par hasard, on voyait que les hommes des cavernes, ils avaient une petite voiture avec des roues carrées, ils avaient un petit dinosaure, ils avaient une petite grotte individuelle. C'est-à-dire que ça voulait dire que l'American Way of Life, vous avez compris, je parle en guarani, donc les modes de vie américains, étaient substantiels. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de sain, de naturel, d'essentiel dans les modes de vie américains. La preuve, c'est que l'homme des cavernes, avec une technique légèrement moins développée que la technique dont possédaient les Amerlocs, vivait de la même façon. Bon, effectivement, non. Effectivement, dans la autoproduction comme ça du monde de soi, hein, tout est modifié, absolument tout est modifié. Non? Alors, voilà, c'est pour arriver à la question que tu poses, Eduardo Alpaca. Alors, Eduardo Alpaca, il pose la question parce qu'à plusieurs reprises, moi, j'ai fait force dans l'argument de une différence très importante entre les deux autres révolutions et la révolution algorithmique, la rupture, révolution comme on veut l'appeler, n'est-ce pas? Cette grande rupture algorithmique. Et alors il me dit, pourquoi est-ce que, dans la question qu'il nous envoie, il dit, pourquoi est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois de si singulier par rapport aux autres deux ruptures? Et alors donc je voulais revenir un tout petit peu, et ceci s'articule avec l'intervention d'Anna, tu l'as trouvé? Oui. L'intervention d'Anna, bon. Alors je vais commencer à répondre à Alpaca, après on va revenir. Au fait, si nous revenons un tout petit peu en arrière, nous voyons que les mouvements de déterritorialisation qui impliquent la possession d'une langue articulée n'a jamais relevé d'un phénomène massif, unificateur, voyez, et d'une diffusion immédiate. Au contraire, on voit bien qu'il y a des langues, qu'il y a des dialectes, qu'il y a des luttes entre les dialectes et les langues, qui a laissé de créer des langues nobles comme les latins, etc., par rapport aux langues vulgaires, n'est-ce pas? Qu'il y a une langue qui va devenir dominante pour des raisons économiques, de production politique, etc., et va nommer les autres dialectes, que même jusqu'à hier en France, il y avait en Bretagne les fameux panneaux interdits de parler breton et de cracher par terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est hier, non? Donc on voit bien que les langues, ils ont toujours quand même eu des mouvements de reterritorialisation, c'est-à-dire que, par exemple, le fameux exemple linguistique de que les Esquimaux, les Inuits, ils ont, je ne sais pas combien, 15 signifiants différents pour dire les blancs. Je ne sais pas si c'est 15, je dis comme ça au hasard. Hein. Mais ils sont une douzaine au moins des signifiants différents pour dire le blanc. La neige. Pardon? La neige. Oui, mais les blancs, les mots blancs, les blancs, tu vois. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu es en Inuit, tu ne vois pas le blanc de la neige. Tu vois une douzaine, je ne sais rien, tu vois, des modes de blanc différents, tu vois. Alors donc, la langue, elle a toujours, vous voyez, les mouvements de déterritorialisation vont accompagner un mouvement de reterritorialisation dans lequel on met du corps dans la langue, on met du corps. Hein, et
effectivement, pas seulement on met du corps, mais ça résiste à l'abstraction, ça résiste à toute unification. L'argot, les gros mots c'est quoi? Un gros mot, c'est, vous savez très bien, c'est-à-dire, moi, parfois, je suis un peu distrait, j'ai dit des gros mots. L'autre jour, j'ai fait, il y a 2 semaines, une interview pour le journal Página 12 de Buenos Aires, et un copain m'écrit en disant « c'est dommage, c'est très bien, ça faisait 3 pages, non ?» Donc un grand interview, « c'est dommage, tu as gaspillé l'opportunité. » Là, je dis « pourquoi ?» Il me dit « parce que à un moment donné, tu as eu pelotudos, que ça veut dire con, en parlant de cons. Et à un autre moment, je dis merde. Non? Et il me dit, tu vois, c'est-à-dire ça, vraiment, ça dévalue absolument l'ensemble. Et il y a un autre ami à lui qui lui a dit, ah, c'est dommage, Miguel, toujours, avec ses gros mots. Vous voyez pourquoi? Parce que les gros mots, ce n'est pas tout à fait des mots. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gros mots, ça traîne quelque chose. Si on dit la merde, vous voyez, c'est-à-dire merde, con, bite, je ne sais rien, là je commençais pour donner des exemples, je me permets. Mais vous comprenez, donc ce sont des mots qui rappent, vous comprenez, ce n'est pas que de l'air, c'est des mots qui rappent. Alors donc, ce que je réponds à la question d'Edouard, mais que ça me semble important de démontrer ça, quelle est la singularité, la particularité de l'algorithme, du monde algorithmique, n'est-ce pas? C'est que justement, c'est-à-dire tous ces mouvements de régularisation, de reconquête, de reterritorialisation qui ont connu la langue comme l'écriture, hein, c'est-à-dire, vous imaginez, il y a des raisons qui doivent être raisons hyper intéressantes d'analyser pourquoi est-ce que certaines grandes civilisations vont construire des idéogrammes, vous voyez, qui vont passer de la iconographie à l'idéogramme. Vous voyez, il y a d'autres qui feront des hiéroglyphes comme les Égyptiens ou les Mayas, vous voyez, d'autres qui vont arriver à la langue alphabétique, non? Et toute la lutte qu'il y a eu au début du siècle dernier, vers 1930, des normalisations des langues écrites. Hein? Il y a eu un nouveau turc, un nouveau chinois, un nouveau hébreu, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des personnages comme ça qui sont mis à recoloniser la langue parce qu'elle était partie en vélo. Et moi, ça m'est arrivé à la Bibliothèque nationale, sans aller plus loin, de demander, je ne me souviens pas, c'était des cartes, je ne sais pas quoi, et que très gentiment, la bibliothécaire m'apportant des cartes illisibles. Non, c'est-à-dire des textes que je ne pouvais pas lire en français parce que c'était un français que je ne comprenais pas, quoi. Déjà maintenant, je comprends à moitié. Non, mais vous comprenez, parce que c'est les vieux français. Les français dans lesquels on écrivait grosso modo. Non? Et il y a, vous voyez, c'est-à-dire que même la langue écrite fuit. La langue écrite fuit. Et pourquoi elle fuit? Parce qu'elle fuit à la normalisation. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un processus de reterritorialisation qui rattrape la langue, non? Et toute langue vivante est une langue qui, effectivement, en permanence, est reterritorialisée par des pratiques et dans des luttes. Je me souviens une fois à l'Accademia della Crusca en Italie, que c'est comme l'Académie de la langue française ici, non? Que je fais une conférence, je ne me suis pas fait des amis en disant pourquoi est-ce quelle était la différence entre les Siciliens, les Napolitains? Je dis que le Nord a gagné la guerre, quoi, que le Nord a gagné la guerre, quoi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Siciliens et les Napolitains sont des dialectes? Parce que dans des guerres, des conquêtes, des pouvoirs, etc., il y a une langue qui a colonisé les autres et les a réordonnés. Bon. Alors tout ça pour dire quoi? Vous imaginez bien que la conclusion. Tout ça pour dire que la langue orale, effectivement, tous les humains ont accès à la langue, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'enfant sauvage de Truffaut, je ne sais pas quoi, ça c'est des fictions, c'est-à-dire tous les humains d'une façon ou d'une autre ont accès à la langue, n'est-ce pas? Par contre, il y a plein d'analphabètes et il y a des peuples non alphabétisés. Encore aujourd'hui, 3500 années plus tard, on voit bien que la diffusion de l'écriture, pas seulement était reterritorialisée, pas seulement c'était fruit d'une conflictualité énorme, mais encore il y a aujourd'hui
de peuples non alphabétisés et au moins la moitié des citadins sont semi-analphabètes parce qu'ils ont perdu la pratique. Et alors, où on va? Ben, on va là. On va que, par contre, en 30 ans, hein, c'est-à-dire si on calcule la diffusion des appareils, les smartphones, les ordinateurs, je vois quoi, on peut dire, je pense qu'on ne peut même pas dire 40 ans. Je pense qu'il y a 40 ans, non, il y a 40 ans, on ne trouvait pas des ordinateurs partout encore, etc. C'est-à-dire c'est un truc de 30 ans, mais peu importe. Dans tous les cas, en un temps historiquement archi court, l'algorithmisation du monde, finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que fait un mot quand il va nommer la neige une dizaine de façons différentes? Bah, c'est son corps qui perçoit, son corps en rapport, n'est-ce pas? C'est la perception corporelle qui est en train d'essayer d'adapter les mots à ce qu'il est en train de ressentir. C'est-à-dire que nous, on arrive là-bas et blanc, c'est blanc, quoi. Vous voyez? Alors, donc, ces corps-là. Chaque mot symbolise une résistance de la neige. Chaque couleur de neige a une certaine résistance qui est induite dans cette couleur, justement. C'est pour ça qu'il y a des mots différents qui qualifient une matière particulière. Donc, par la couleur, on reconnaît la neige. Un forgeron, ça va être la couleur du rouge quand il forge ou quand il trempe un métal. Ça va être ça, les symboliques des couleurs. Je pense qu'il y a Absolument. Différentes couleurs qui peuvent aller... Absolument, absolument. Ça symbolise la résistance ou la puissance de quelque chose qui fait que... Bien sûr. On est dans l'ordre du symbole, je pense. Bien sûr. Et en plus, tu vois, il y a quelque chose de ce que Spinoza va appeler une idée adéquate, c'est-à-dire qu'il crée un espace, non, commun, non, une réalité commune, dans laquelle, entre ta connaissance et la résistance du matériel, il y a quelque chose qui s'est créé en commun. Non, il y a un commun qui va émerger, non, ce que tu connais. Le symbole. On parle à travers des symboles, les mots. Enfin, pour moi, les mots sont des symboles, donc il suffit de les réinterpréter à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Voilà, mais quand même, ce que tu dis, non, c'est-à-dire c'est par rapport à l'expérience, les frottements avec un réel matériel. Les frottements avec un réel matériel. Cette expérience, donc on sait à quoi ça correspond. Absolument. Le symbole correspond à telle chose, donc on va se référer à ces choses-là pour pouvoir la communiquer et la décrire à l'autre et lui faire passer cette expérience par l'intermédiaire des symboles. Voilà, mais tu vois, c'est-à-dire, il y a la limite que, par exemple, je peux comprendre, si je lis, tu vois, quelqu'un qui me parle de rouge, du forgeron, ou des blancs, je peux comprendre, mais je n'expérimente pas. Et alors, donc, ça limite, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser le même langage que les forgerons ou que l'Inuit. Je peux l'utiliser, mais ça ne me renvoie à rien. Bon, en revanche, si, dis-moi. Si, ça renvoie, quand vous serez sur la neige, vous verrez la couleur et vous direz, ah ben oui, c'est cette forme-là. Donc il y a telle résistance. Oui. C'est de l'ordre de l'apprentissage, je pense. Mais il faut l'expérience. Il faut le vivre. Il faut l'expérience, c'est-à-dire que ces mots-là renvoient à une expérience, à un vécu. C'est-à-dire que c'est là où il y a une réterritorialisation, parce que, quand même, c'est-à-dire on déploie des mots, on produit des concepts, des signifiants, par rapport au frottement avec le réel. Et c'est pas pareil, et ça c'est le point, pour Alpaca, qui est à 4000 mètres d'altitude à la frontière avec la Bolivie, dans un village qui s'appelle La Quiaca, non, en Argentine, bah, c'est là où effectivement les mots qu'eux ils utilisent à 4000 mètres sont des mots produits ou adaptés à l'expérience de ne pas avoir assez d'oxygène, à l'expérience de comment tu dois marcher quand tu marches à 4000 mètres, à l'expérience de la montagne, n'est-ce pas? C'est-à-dire et qui, effectivement, n'a rien à voir avec ce qu'est un Suisse sans à Zurich, par exemple. Et alors, donc, c'est là où on va venir. C'est là la question d'Edouard par rapport à la particularité de l'algorithme. La première, effectivement, c'est la rapidité. C'est-à-dire que si on dit il y a eu 3500 années que l'écriture
se balade, produit des conflits, se territorialise, etc. Et si on dit il y a 3500 années, quand on dit qu'en 30-40 années, dans le haut plateau, non, l'altiplano, le haut plateau de la cordillère, et en Suisse, à Zurich, ils ont le même langage, la même façon de découper le monde, vous comprenez, parce que les mots pour le blanc, pour le rouge, c'est tu as besoin d'un mot par rapport au découpage que toi tu fais du monde. Mais pas tout le monde découpe le monde de la même façon. On découpe le monde, c'est-à-dire qu'on crée de l'homogène par rapport à notre expérience. Vous comprenez? C'est découpage. Ce découpage, il est multiple, forcément multiple. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Eduardo Alpaca, au plateau, et Fritz, à Zurich, non? Ils sont les mêmes instruments qui, le mode de découpage de l'algorithme s'appelle discrétisation. Non? Alors la discrétisation, ce n'est pas pareil que le découpage. La discrétisation, c'est considérer que le contenu peut être numérisé. N'est-ce pas? Que je peux avoir un rapport numérique discret. Donc discret, la discrétisation, n'est-ce pas? Je peux avoir un rapport numérique avec les objets du monde, n'est-ce pas? Et que, donc, ça présuppose que j'ai une méthode qui me permet de construire un modèle numérique, donc discret. Discret, ça veut dire avec un découpage exact, contrairement au découpage du vivant. Qui n'est jamais exact, c'est toujours, il y a toujours un flou, la barrière. Donc, la discrétisation, c'est que je modélise un intervalle, pour le dire avec les mots de Giuseppe Longo, je modélise un intervalle comme ça, un intervalle profond, bon, c'est-à-dire je modélise un étang comme si c'était un point. Vous comprenez? Non. Alors, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je dois modéliser comment s'appelle ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas une serrure, c'est des fleurs, tu vois, en vase. Tu vois, et là, tu découpes d'après ton expérience. Et les serrurières, alors, si je dois modéliser un vase, non, sans parler de modéliser quoi que ce soit de vivant, là, un vase, non, je dois prendre des points, non? Alors, je peux prendre une quantité énorme de points, mais chaque point, quand même, je suis en train de modéliser comme point, c'est que dans le contenu, n'existe pas de façon séparée. Tu comprends? C'est-à-dire que je procède à une séparation. Tu comprends? Je procède à une séparation, que ça c'est 1, ça c'est 2, tu vois? Alors, la discrétisation est toujours un découpage exact. Vous comprenez? Exact, dans lequel les contours correspondent à un point. Alors, c'est pour ça que Giuseppe Longo, il dit, je modélise comme un point, c'est que dans le réel, existent comme des intervalles, comme des, vous comprenez, comme des segments, peu importe, n'est-ce pas? Et sans parler qu'effectivement, tout segment admet l'idée qu'il y a une tangente à l'infini dans tout segment. Vous voyez, c'est-à-dire finalement un segment, sans parler si je veux modéliser l'humain, comme on ne se gêne absolument pas de modéliser les vivants, l'ADN, etc. Donc, la première grande différence entre une langue parlée, une langue écrite, et la discrétisation, la modélisation algorithmique, c'est qu'il y a l'analogie, elle est cassée. C'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir un modèle qui ait une analogie quelconque avec l'objet. Il y a une rupture.
C'est-à-dire que ces vases-là vont me donner une série de 1 et 0, une série de 1 et 0, qui, une fois mis dans la machine, reproduisent une forme ressemblante, même très ressemblante du vase. Mais vous comprenez, il y a une coupure. Quand vous faites une photo, la vérité est que même cette photo peut être reproduite un tas de fois. Et quand même, autant de fois vous aurez reproduit la photo, l'événement lumière, ombre, objet gardera une trace. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'une trace qui donne l'analogie, non? Et qui se transmet malgré l'effet qu'il y a une reproduction. Dans la langue, ce phénomène-là, il est incroyable. Vous imaginez par exemple que si Lao Tse a existé, et si Lao Tse peut-être a écrit les Tao Te Ching quand il devait passer une frontière, que bon, en principe c'était la mort, je sais rien que la frontière, il y avait les gardes frontières, et alors le mec, il écrit les Tao Te Ching. C'était une époque dans laquelle, vous voyez, on ne passait pas par les détecteurs de métaux, et vous êtes vite, le mec il s'assoit là avant de passer la frontière, et il dit, bon, ben, je vais écrire les Tao Te Ching. Alors le mec il écrit les Tao Te Ching dans des idéogrammes d'un chinois ancien, retranscrit dans des idéogrammes plus nouveaux, traduit à l'anglais, et que moi, comme je ne connais pas la langue de l'Empire, j'ai lu en français et en espagnol. Qu'est-ce que j'ai lu? Oui. Eh bien, il y a une trace, vous comprenez, que tout découpage propre à la culture, au vivant, porte une trace analogique. Il y a une trace, vous comprenez, une trace qui, effectivement, se réactualise dans les contextes, mais quand même, on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de ces Lao Tse à la frontière, qu'on ne sait même pas si l'événement a existé ou pas, vous comprenez? Et pourtant, il y a une trace. Il n'y a pas une rupture. Il n'y a pas de discontinuité matérielle. Dans une photo analogique, il n'y a pas de discontinuité entre le substrat de la pellicule et effectivement les rayons lumineux. Voilà. Et alors que dans la dématérialisation, ça désigne vraiment ça. C'est une rupture, une discontinuité matérielle, radicale entre le substrat, pour dire ainsi, et voilà, vous prenez, au quotidien, vous avez plein d'exemples entre votre imprimante et voilà, il y a plein d'exemples de cette dématérialisation qui est la première rupture que fait le monde numérique. Alors vous comprenez, dans la discrétisation numérique, c'est ni bien ni mal, c'est juste des processus différents, des natures différentes. Dans la discrétisation numérique, il y a une discontinuité. La discontinuité dont parle Bastien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une forme, je vais m'arranger pour que cette forme-là, je peux la mettre en code des 1 et des 0, je la mets en code des 1 et des 0, et la machine, avec ces codes des 1 et 0, reproduit une forme très ressemblante. Oui, très ressemblante. Juste comme ça, non? Juste comme ça. Vous savez bien que cette forme très ressemblante, c'est nous qui disons ça parce qu'on est des obscurantistes arriérés. Mais vous savez bien quand même que dans l'hypothèse dominante aujourd'hui de que le monde est algorithmique, personne ne va vous dire c'est très important cette discontinuité. On va dire, non, quand je modélise des protéines, par exemple, je travaille avec les modèles de la protéine, mais très vite, je crois que si ce modèle il est bien fait, je travaille avec des protéines. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce passage, il est largement fait depuis très longtemps. C'est-à-dire que personne, ce qu'il peut dire un biologiste en labo, c'est de dire, effectivement, on pourrait modéliser mieux, on pourrait augmenter la quantité de points capturés, pour dire comme ça, vous comprenez? On peut l'augmenter à l'infini, y avoir des détails incroyables. Ce qu'aujourd'hui est tout à fait sous-estimé, et que c'est quand même Giuseppe Longo qui a mis les points là-dessus, n'est-ce pas? C'est de dire, mais quand même, la discontinuité est radicale. Vous êtes en train de créer une autre dimension, c'est très intéressant, c'est fantastique, mais c'est une autre dimension. Bon. Alors donc, quand nous sommes dans la discrétisation, nous sommes dans une
découpage normalisé du monde qui ne correspond plus à aucune expérience vécue. Vous comprenez? C'est-à-dire que le petit Suisse et alpaca en quechua, en aymara des Andes est en train de travailler avec des outils qui découpent le monde de façon uniforme, mais qui alors effectivement ne correspond en rien ni à la réalité du Suisse, ni à la réalité du Quechua. Et donc, si nous disons le premier élément fondamental, qui n'est pas inquiétant parce qu'il y a une nature diabolique dans la digitalisation, etc., c'est simplement qu'il y a un élément fondamental qui est la rapidité de diffusion, c'est-à-dire on trouve des gens connectés absolument partout dans le monde, absolument partout dans le monde. Et on considère comme une injustice radicale si certains secteurs géographiques, certaines régions géographiques n'ont pas accès à la connexion. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème tout bête là, qui ne regarde en rien la nature même du monde digital, qui est la rapidité de diffusion, n'est-ce pas, et la force de unification qui se passe absolument de toute expérience. Vous comprenez? C'est-à-dire que, bon, vous savez bien les fameux exemples que la durée d'une minute à 4000 mètres d'altitude n'a pas la même durée que dans la plaine, par exemple. C'est-à-dire que, ça pour dire quoi? Pour dire que les processus biologiques, les processus du vivant, comme les productions culturelles, ne peuvent pas être les mêmes indépendamment des corps en relation. Ne peuvent pas être dans le monde algorithmique, oui. Dans le monde algorithmique, effectivement, l'Indien des Andes et les Suisses de Zurich, ils sont en rapport avec une médiation, non, entre eux et le monde, et leur propre corps d'ailleurs, hein, qui est absolument uniforme et qui ne correspond ni à l'expérience des corps de l'Indien, ni à l'expérience des corps du Suisse. Non? Alors, c'est pour ça que nous, même dans la mouvance un peu très multiple, conflictuelle, décoloniale, nous disons il y a un problème parce qu'effectivement, on voit bien qu'au discours de lutte des classes occidentales, au discours d'émancipation occidentale, etc., aujourd'hui, le succès dans contestation et avec une grande puissance, un discours et des pratiques décoloniales. Mais dans ces mouvances décoloniales, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne tient pas compte que si aucune colonisation culturelle, commerciale ou militaire n'a jamais réussi à conquérir ne serait-ce qu'une région du monde, ce qui intéressait les colons, la colonisation algorithmique a triomphé à niveau mondial et avec un problème supplémentaire, c'est-à-dire que, vous savez, à Buenos Aires, il y a un poème de Borges qui raconte, il y a eu deux fondations de Buenos Aires, une faite par Solís, voilà, et l'autre par Mendoza. Et Solís, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le poème de Borges dit, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Solís, il dit, c'est le jour où les Espagnols, ils ont jeûné et les Indiens ont mangé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé, les Indiens? Solís. Ils sont bouffés à Solís, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les colons viennent et on les mange, on les tue, on résiste, n'est-ce pas? On se fait opprimer, mais il y a toujours une conflictualité, une opposition, n'est-ce pas? Très forte. Dans la colonisation uniformante algorithmique, pas seulement il n'y a pas d'opposition, mais il y a un désir très fort d'accéder. Non? Avec tout ce que ça signifie comme perte de territorialisation, perte de corps et perte de capacité d'agir. Alors,
voilà, quand Alpaca demande pourquoi est-ce qu'on établit une différence, la différence n'est pas par rapport à la nature, parce que vous savez bien l'histoire de Socrate qui ne voulait pas écrire. Non, Socrate, il se révolte contre la colonisation de l'écrit. Pourquoi? Parce qu'il dit, si mon enseignement était écrit, il perdrait quoi? Il serait déterritorialisé. Il ne dit pas comme ça parce qu'il n'avait pas lu Deleuze, mais c'est ça, il dit, ça serait déterritorialisé, ça serait trop loin de la vie. Pour transmettre mon enseignement, mon corps est tellement engagé qu'il préfère largement mourir qu'aller transmettre son enseignement dans l'exil, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le corps engagé dans son enseignement. Et il refuse l'écriture. Bon, c'est pas du tout une attitude socratique, n'est-ce pas? C'est pas du tout une attitude socratique. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'algorithme et écrire avec un ordinateur ou je ne sais rien, ou voilà, faire du zoom, ou les gens qui nous suivent par YouTube, alors là, rien de ce qu'on essaie de penser ici passera. Non, non, je ne pense pas. Je pense pas. Moi, je fais même partie des cliniciens un peu étonnés que pendant la Covid, pendant le confinement, juste pour répondre à des patients qui allaient très mal, j'ai accepté de faire des consultations par Skype ou par Zoom. Et je dois dire la vérité, je me suis rendu compte que pour une partie c'était impossible, pour d'autres ça allait plus ou moins, mais que vraiment, malgré la radicale différence de la présence ou pas du corps, il était possible de faire des choses. Donc je ne serai pas, je ne suis pas à la hauteur de Socrate, n'est-ce pas? Et alors, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose dans la nature. Socrate va dire dans la nature de l'écriture, il y a quelque chose qui, de façon rédhibitoire, écrasera ce que je vais transmettre. Non, moi je pense qu'il y a cette trace dont je parlais, cette trace, passe des traces, pas des traces, vous voyez, qui font que quelque chose arrive, n'est-ce pas? On ne sait pas trop comment. Bon, sans nier la différence de le trouble de corps en présence. C'est pour ça qu'on invite toujours les gens à venir au séminaire en présence. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il n'y a pas des patients, justement, qui sont déjà déterritorialisés, donc la méthode déterritorialisante leur est adaptée? Ceux qui ne le sont pas résistent. Peut-être il y a un peu de ça, mais je te dirais que de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu fais une consultation clinique par psy, je parle, non, parce qu'effectivement tu peux faire une consultation clinique pré-chirurgie ou un truc comme ça, et bon, c'est autre chose, là, c'est un échange d'informations. Mais si tu fais une consultation psy à travers un moyen comme ça virtuel, tout ton boulot sera de territorialiser la chose, que le patient soit plus ou moins trop connecté ou pas connecté du tout. Ton boulot, c'est d'essayer d'explorer quelles sont les possibilités, bien que mal, de territorialiser un peu la chose, sinon la consultation ne va pas. Sinon, tu ne peux pas. Non, mais je dis ça pour dire que je ne trouve pas, nous ne trouvons pas que dans les virtuels en soi, il y a une nature qui empêcherait cette territorialisation. Ce que nous ne pouvons pas ne pas constater, c'est que et la rapidité et la non-alternative, la non-contestation, le fait qu'il n'y ait pas de... il n'y a pas de territorialisation locale, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'émergence des modes locaux de faire de l'Internet au mode local, vous comprenez? Alors, par exemple, il y a peu de temps, un ami avec lequel on travaille de la coordination comme ça de peuples originaires dans l'Amérique du Sud, Raoul Siveci, qui est quelqu'un de très très intéressant, je vous conseille, il y a quelques bouquins traduits en français, Raoul Siveci. Raoul Siveci me racontait que récemment, il est allé, par exemple, dans un village des Indiens Guarani. Vous voyez, Guarani, c'est Paraguay, sud du Brésil, nord-est de l'Argentine. Les Guarani, dans ce village, il a vu quelque chose d'intéressant.
qu'ils mettaient en comparaison avec les Chiapas, où ça ne s'est passé pas du tout comme ça, qu'ils avaient décidé de se connecter 2 heures seulement le soir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y avait une initiative, au moins il y avait une sorte de conscience que là, il y avait quelque chose qu'il fallait un peu maîtriser. Vous voyez? Il faut qu'on se connecte. Et c'est très intéressant, effectivement, parce qu'au moins, ça montre que ces peuples colonisés, recolonisés, vous voyez, c'est les missions, c'est-à-dire c'est les jésuites qui étaient là, etc. Donc, ils connaissent la colonisation. Alors, ces peuples assez vaccinés contre la colonisation, ben, tout d'un coup, voilà, ces villages-là, ce n'est pas tous les Guaranis, hein, ces villages-là, ils avaient trouvé ça. Et ils dialoguaient d'un village à l'autre, donc conscients que... Voilà. Mais ce qu'il dit Raoul, c'est que les discussions aussi tournaient sur le fait qu'ils n'imaginaient pas un autre traitement, vous comprenez, de la chose. Ces 2 heures-là, quand même, c'était 2 heures de progrès, exactement. Et c'était... Ces 2 heures-là, c'était 2 heures dans lesquelles, quand même, bon, voilà, ils se mettaient dans le fleuve de la connexion. Alors, est-ce que tu aurais trouvé Anna? Oui, Anna, j'ai trouvé. On l'entend quand il parle? Elle parle. Bon, alors, je vais... Donc, Anna, elle a envoyé... Je lui donne la cravate ou pas? Non. Donc, Anna, elle a envoyé plusieurs questions. Alors, je vais résumer une partie des questions, même si je pense que Miguel t'a répondu en partie à l'autre partie. Oui, voilà. oui. Alors, donc Anna, tu m'excuses si je synthétise ça pas forcément complètement dans l'esprit de ta rédaction d'origine. Donc, Anna écrit: Miguel, tu as dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'accélération des processus biologiques ou bien de leur temporalité caractéristique, en donnant l'exemple qu'on ne peut pas perdre son temps. Pourtant, la révolution digitale et l'hypermédicalisation, la modularisation du vivant, donc l'algorithmisation du vivant et de la culture, ne dérégule-t-elle pas précisément ces processus temporels propres aux organismes et aux écosystèmes du champ biologique? Anna prend également pour exemple toutes ces applications de Quantified Cell, hein, vous savez, ces applications où on mesure systématiquement ses pas, son temps de sommeil, les calories dépensées, etc. Et donc, elle évoque effectivement un point qui avait dû être évoqué sur le fait de monitorer son pouls cardiaque et qui aurait pour effet de l'homogénéiser en quelque sorte. Donc elle se demande si l'effet de ce monitoring, devenu de plus en plus présent et continu, ne transforme pas les temporalités du champ biologique dans la longue durée en menaçant l'ensemble des temporalités historicisées, qu'elle oppose, qu'elle différencie des temporalités des processus des agrégats. Ou bien est-ce que cette accélération aplatissement temporel agit plutôt et uniquement sur la dimension des agrégats, soit celle des processus physico-chimiques? Ou bien encore, est-ce que c'est les trajectoires temporelles génériques du champ biologique, ou bien c'est que les trajectoires temporelles génériques du champ biologique ne bougent pas globalement, mais c'est l'espace des possibles propres à chaque organisme et écosystème qui s'aplatit de manière destructrice. Voilà, excusez-moi. La question était encore plus contextualisée que ça, mais voilà les principaux points. D'accord, ça c'est la faute Anna, qui soit elle est là, soit elle va nous suivre par YouTube. C'est la faute à Alpaca à Bastien qui m'a fait donner la réponse à Alpaca d'abord, alors du coup on ne va pas répondre à tout. Bon, alors, oui, effectivement, c'est... Oui, je vais le dire là. Alors, après, on pourra poser des questions quand vous voulez. Alors, je vais répondre à Anna, mais bien entendu, les présents en priorité, quand même. Et, alors, au fait, la différence qu'on fait entre organisme et agrégat, non? Un organisme vivant, non? Qui peut être un corps d'un être vivant, ou un écosystème dans lequel tout est en relation pour et par l'autre, n'est-ce pas? Dans lequel ce n'est pas agrégat, on comprend ça comme un Lego, non, comme un Lego. Hein? Des modules, alors une machine est un agrégat quand même. Ce sont des modules assemblés avec une finalité ou
des objets qui n'ont pas une vie organique, un fonctionnement organique, mais que c'est un agrégat dans le sens auquel l'agrégat est toujours une série de modules. C'est une addition et il n'y a pas des liens. Voilà, c'est une addition sans ces liens. Et même s'il y a un fonctionnement, le fonctionnement n'est pas propre à ces éléments-là. C'est nous qui l'assemblons pour que ça sert à ça. Non? Il y a quelque chose de très proche entre cet appareil très délicat et cette table, qui est un assemblage pour un objectif concret. Ni la table obéit à une logique propre, non? Ni cet appareil obéit à une logique propre, même qu'il a un fonctionnement très complexe. Non? En tant que tout organisme vivant, un être vivant ou un écosystème, n'est-ce pas, a un fonctionnement interne propre, autopoïétique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il reproduit lui-même la vie et que c'est reproduit, etc., comme finalité. Oui. Alors donc, Anna, elle parle de temporalité parce que plusieurs fois, moi, dans les interventions, je dis que cette idée très répandue que le temps s'accélère, qu'on est dans une époque dans laquelle le temps s'accélère, hein, qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça, de cette accélération du temps. Et moi, souvent, j'ai expliqué que d'un point de vue biologique, donc d'un point de vue des organismes, le temps ne peut pas ni s'accélérer ni ralentir. Non, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les horloges biologiques, par exemple, ou dans un écosystème, les saisons, les cycles, n'est-ce pas, les cycles du charbon, par exemple, non, c'est-à-dire les cycles de l'oxygène, les cycles des molécules dans un écosystème, ne peuvent ni s'accélérer ni se ralentir. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement attaquer ces cycles-là, mais en les attaquant, effectivement, on va les faire devenir comme des agrégats. C'est-à-dire qu'on écrase leur autonomie de autofonctionnement. N'est-ce pas? Alors, par exemple, si moi j'oblige un animal de laboratoire, non, à couper certains cycles, non, ben, les fameux chiens qui tournent 3 fois, 4 fois autour de la niche avant de se coucher, je peux effectivement éduquer les chiens pour qu'ils ne tournent pas autour. Je peux aussi éduquer les chiens pour que, vous voyez, ils soient plus fonctionnels. Mais ce qui se passe avec le corps de cet animal, c'est que je suis en train de détruire des cycles organiques de autorégulation. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de l'accélérer. Je suis en train de les fonctionnaliser, de les faire devenir comme une machine, mais en pure perte pour lui en tant que vivant. Bon. C'est ce qui arrive avec les humains. C'est-à-dire que quand nous fonctionnalisons, quand nous essayons de devenir de plus en plus fonctionnels, quand nous essayons par exemple d'éviter certains rituels quotidiens, quand nous essayons de fonctionnaliser la communication, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dis-moi ce que tu veux dire. À vrai dire, si les gens me disaient qu'est-ce qu'ils ont à dire, il serait mieux, parce que les gens en général, ils n'ont rien à dire. Ils parlent, parce que comme on dit en espagnol, porque l'aire est gratis, n'est-ce pas? On parle comme les singes s'épousettent. Époussetter, c'est dit, non? S'épouillent. Vous avez les singes sont là, ils s'épouillent, non, l'un à l'autre. Et ils sont contents, ils s'épouillent. Et nous, on s'assoit au bar et blabla, 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 blabla. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que tu avais à me dire? Mais rien, sinon, on ne serait pas amis. Si j'avais des choses à te dire, on ne serait pas amis. C'est-à-dire, de temps en temps, j'ai quelque chose à te dire. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'épouille. Non, c'est-à-dire, on s'épouille. Alors, si moi je dis à quelqu'un, par exemple, non, je dis à ma femme, à ma fille, à un ami, je dis, dorénavant, écoutez, je vais vous dire un truc, et on va dire ce qu'on a à dire. Vous comprenez? Je vous assure qu'un vivant, bon, il ne faut pas dire sur mes filles, mais bon, enfin, si mes filles, par exemple, me disaient qu'est-ce qu'elles sont à dire, ce serait incroyable. Parce que, vous comprenez, c'est une sorte de comme ça, voilà. Et alors, voilà, dans le sens de communiquer quelque chose, voilà, si vraiment on réduit ces mécanismes à la fonctionnalité, bon, on écrase toute la subjectivité qui est
l'important de la chose. Vous comprenez? C'est l'important de la chose. Vous imaginez toute la poésie. Je ne sais pas, au moins 50% de la poésie est vraiment pour rien, parce qu'on dit, bon, les roses sont belles mais ont des épines, et la lune est belle. Et toi, tu ressembles à la lune, je ne te dis pas pourquoi. Non? Et ciao, point. Vous comprenez? Alors, c'est ça la fonctionnalisation, que, au nom de gagner du temps, tout ce qu'il peut faire avec les vivants, objectivement et subjectivement, ne peut qu'attaquer les vivants. Alors, oui, ce que dit Anna, c'est comme ça, c'est-à-dire effectivement, par exemple, comme moi je suis informé de façon symbolique, non, que je peux les lire objectivement, sur plusieurs mécanismes métaboliques, non, le pouls, la pression artérielle et d'autres informations que je peux avoir sur ma montre, par exemple. Bah, une des conséquences, c'est de fausser ces données-là. De fausser ces données-là parce que être conscient de ces mécanismes-là attaque ces mécanismes-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne chose. Les tout-vifs, jusqu'à peu de temps, ils avaient la sagesse de dire aux gens, ne vous prenez pas l'attention, madame, monsieur, tous les jours. Non, n'ayez pas une attention maître. Ne prenez pas. Pourquoi? Parce qu'on dérègle les rythmes avec cette information. Vous comprenez? Alors, bon, alors, effectivement, c'est-à-dire, la fin mot de l'histoire, c'est que le vivant n'est pas transitif. Le vivant ne vit pas pour quelque chose. Le vivant vit, point. Et alors, quand le vivant peut être évaluable, c'est parce que le vivant devient transitif. C'est-à-dire devient ressources humaines. Voilà. Alors, oui. Moi, je voulais aussi intervenir après. C'est juste, François Carbonnier, sur France Culture, c'est formidable, il était même très content. Aux États-Unis, il y a des élevages de dinde, on a raccourci le cycle de la reproduction. Bien sûr. C'est pas machiné, mais changé à l'organisme. Si, ça fait 20 ans qu'à la NASA, ils font des expériences pour réduire les temps de sommeil, par exemple. Et bien sûr, c'est-à-dire, il y a cette machinisation du vivant qui, bon voilà, oui, d'un point de vue biologique et culturel. Biologique. Ces dindes modifiées ne sont pas un agrégat. C'est un organisme mutilé. C'est un organisme mutilé. Il y a un traitement. Non, il y a un traitement agrégatif. La question que c'était aussi une question qui posait Anna, mais bon, après, parce que, mis à part les questions, moi j'avais préparé comme 50 post-it quand même pour raconter aujourd'hui. Mais effectivement, la question c'est que jusqu'à un certain point, je peux intégrer des artefacts. Par exemple, c'est un truc en neurophysiologie, c'est très connu, comment l'aveugle intègre organiquement la canne. Hein? C'est-à-dire qu'elle va produire, l'aveugle va produire des images, des images perceptives qui proviennent de la canne, par exemple. Et alors, si, c'est possible d'incorporer certains fonctionnements agrégatifs, non? Et les incorporer organiquement. Mais le problème, c'est jusqu'à quel point. Le problème, c'est jusqu'à quel point on peut incorporer des mécanismes agrégatifs, artefactuels, dans les vivants. Par exemple, quand moi, je modifie les cycles, quand j'ai, je sais pas, quand j'ai produit 3, 4, je ne sais rien combien, récoltes de soja artificiellement en modifiant l'écosystème, eh bien, une des choses qui se passe, c'est que je stérilise la terre, que je modifie les cours des eaux, que vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a toujours une limite qui n'est pas évidente, il faut être spécialiste à chaque fois de ce que nous entendons de parler, mais c'est sûr que je peux implanter un cœur artificiel, et bon, il y a quelque chose là, vous comprenez, mais c'est une question très délicate, parce que ça va aujourd'hui contre le bon sens, toute l'idée de l'homme augmenté, toute l'idée transhumaniste de l'homme augmenté, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait modifier les vivants, mais au nom de quoi? Vous comprenez? Moi, j'ai vu, toi aussi, on a vu combien de thèses de biologie qui parlaient de
améliorer les failles de la nature, non, les failles de la nature, les erreurs de la nature. Alors tu dis, au nom de quoi je vais nommer une erreur de la nature? Parce que par exemple, effectivement, si je me dis, espérons que oui, qu'avec des méthodes ARN, je ne sais pas quoi, on pourra prévenir la mucoviscidose, des choses comme ça, c'est une médecine réparatrice de haut niveau technologique. Mais si je me dis, c'est quand même dommage que les femmes perdent 9 mois à des gestions. On va faire un utérus artificiel. Alors, même avant de dire oui ou non, on sait, ah ben là, c'est-à-dire, je suis en train de juger un processus biologique à partir d'un critère de performance économique. Vous comprenez? Quand moi, j'essaye d'utiliser dans la médecine réparatrice la plus avancée, technique avancée, pour prévenir ou guérir la mucoviscidose, des choses comme ça, je suis en train de réparer quelque chose qui dysfonctionne, vous comprenez? Quand moi je suis en train d'augmenter le corps ou de modifier le corps au nom du productivisme, ben là, on peut être pour ou contre, ce n'est pas le problème, mais dans tous les cas, c'est sûr que je suis en train de faire autre chose dans lequel le pari qu'on est en train de faire, c'est que les niveaux de tolérance d'un organisme à sa hybridation avec des artefacts est total. Et ça, non, d'un point de vue biologique, ce n'est pas vrai. D'un point de vue biologique, toute introduction des segments artificiels est très délicate pour pouvoir garder, n'est-ce pas, un fonctionnement organique. Oui, et après je vais commencer, parce que c'est le temps que je commence le séminaire d'aujourd'hui. Si on a la possibilité d'intervenir, non pas pour dire une question, mais pour apporter un complément, c'est possible. Moi, je voulais dire que, comme nous le savons tous, tout en ce moment dans tous les pays, mais notamment entre autres le nôtre, dans les services publics, il y a la dématérialisation, il y a une gestion par algorithme de tous les droits sociaux. Et donc je voulais dire rapidement deux choses simplement. Il y a depuis maintenant longtemps un cycle organisé par le Mouton numérique, la Quadrature du Net, qui s'appelle Dématérialiser pour mieux régner. Et je vais faire passer la feuille parce qu'il y a une séance demain, je vais la faire tourner, qui explique la souffrance des agents des services qui sont encore publics en voie de privatisation, à qui on impose la gestion par algorithme qui fait perdre leurs droits aux gens sans qu'ils sachent se défendre et sans qu'ils puissent se défendre. Donc je fais passer l'information parce que c'est une résistance assez importante à la dématérialisation. Et puis pour terminer, mais je ne veux pas être longue, on a fait le 7 novembre une première séance, je vais aussi faire tourner, sur le fait que les caisses d'allocation familiale gèrent les gens qui sont en APL, en allocation handicapée, en allocation familiale et en RSA par les algorithmes, et que c'est une gestion criminelle qui fait que les gens perdent leurs droits sous prétexte de contrôle pendant 6 mois, ils ne savent pas comment se défendre. Et on va faire d'autres séances. On est en train d'élaborer avec plusieurs associations et le collectif Changer de Cap un guide de défense des allocataires des CAF. C'est juste pour dire qu'il y a de plus en plus une prise de conscience, me semble-t-il, de cette transformation, de cette éviction de l'humain pour nous transformer en appareil, quoi, l'e-médecine, etc. Et que cette résistance fait plaisir. C'est ce que je voulais dire. Bon, mais très bien. C'est un petit peu lié, donc il y a deux choses qui me venaient. La première, c'est que cette uniformisation un peu aveugle me semble avoir commencé bien avant le numérique et en particulier avec l'administration, tout simplement. Le programme de l'éducation nationale, l'hiver administratif qui commence à telle date pour chauffer, même si on avant. Voilà, oui, les mécanismes de... Si, Bon, ça, c'était un peu un premier point. Alors là, on a l'impression que tout s'ajoute voilà, dans la situation amenée par Evelyne. Bon, ça, c'était le premier point. Et l'autre, je pense
quelque chose que j'ai entendu dire par rapport à la construction des temples Khmer, où on a découvert que des imperfections étaient volontairement introduites, qu'on a d'abord prises pour des erreurs de reproduction du motif. Et les gens qui connaissaient bien ont expliqué que non, c'était volontaire, parce qu'on considérait que la perfection était dangereuse et qu'il fallait laisser cette place, voilà, pour faire comme dans le vivant. Oui. Il y a de petites variantes comme ça qui assurent l'individuation et l'invention. Oui, par rapport au premier point que tu énonces, au fait, si, bien entendu, que la colonisation du vivant par l'Occident, par ce qu'on appelle les mondes del ser, ça a commencé avec le développement de l'Occident, avec l'industrialisation, avec les mouvements coloniaux concrets, les mouvements commerciaux, etc. Et que ceci allait, effectivement, avec le besoin absolu de créer les fameux universaux, non? Et que ça veut dire la unification, l'unification. Et alors, pas seulement il y a eu les exemples que tu donnes, mais effectivement, c'est drôle parce qu'Einstein et Poincaré, tous les deux, sans se connaître, ils travaillaient dans des bureaux d'unification des poids et des mesures et du temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est très, très, très récent qu'à Marseille, il est midi à la même heure qu'à Paris. Vous voyez, c'est très très récent, c'est-à-dire que ce sont des niveaux de déterritorialisation, non, et de colonisation de la part d'un monde unifié, le monde du capitalisme unifié, unifiant, le monde de la marchandise. Ce sont des mouvements très très forts d'unification et de déterritorialisation. Mais ces mouvements d'unification et de déterritorialisation, vous voyez, et contrairement au monde, à la puissance de la colonisation algorithmique, ils ont toujours été accompagnés des mouvements de réterritorialisation. Vous voyez, c'est-à-dire, si d'accord, il est midi à Mexico City comme il est midi à Ushuaia, que c'est la même longitude, non? Sauf qu'à Mexico City, tu vois, quand il est midi, tu dors la sieste. Et Ushuaia, quand il est midi, ça ne veut rien dire parce qu'il y a 6 mois de nuit et 6 mois de jours, vous comprenez? Donc, même ce type d'unification coloniale qui allait avec, effectivement, ce dont on a parlé 1000 fois, l'humanisme dans lequel il y a un seul type d'homme, mais pas tous les hommes sont pareils, etc., et que les femmes, toute cette pyramide, non, de normalisation. Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement. C'est-à-dire, toujours, il y a eu des pratiques qui n'avaient pas besoin d'être pratiques ni politiques, ni conscientes, pour savoir qu'un Ushuaïa, que soit midi, ça ne veut rien dire. Ça dépend si tu es les 6 mois de nuit ou les 6 mois de jours, vous comprenez? Et qu'au Mexique, ça veut rien, vous comprenez? C'est-à-dire que toujours, il y a eu des mécanismes de régulation et donc de réterritorialisation qui n'avaient pas besoin d'être conscients ni politiques. Et effectivement, c'est quand même sacrée chose que le rapport qu'il y a un habitant de Ushuaia et les rapports qu'il y a un habitant de Mexico City et les rapports qu'il y a, etc., sont un rapport dans lequel on est dans une médiation avec le monde réel qui, à vrai dire, ça fait un paravent. Vous comprenez? C'est-à-dire que les écrans digitaux ne sont plus une médiation, vous comprenez? Ce sont le monde avec lequel je suis en contact qui régule d'après sa nature discrétisante ma vie. Vous comprenez? Donc c'est ça que j'essaie, parce qu'effectivement les exemples que tu donnes, il y a beaucoup d'exemples, c'est très, vraiment je vous assure, si vous pouvez voir, c'est très très intéressant, quand il y a eu l'unification des horaires en France, c'est-à-dire, parce que le problème c'est que c'était pas pour faire du tourisme, c'était pour les marchandises, c'était pour vendre, acheter, etc. C'était pas possible que les trains qui partaient de Paris à 1 heure arrivent quelques heures plus tôt que son départ à Marseille, vous comprenez? Alors, pour les marchands, il fallait unifier, vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, cette unification du monde, mais jamais
jamais à triompher, vous comprenez? Jamais à écraser les vivants. Au contraire, toujours, il y a les Mexicains qui à midi, bah, je fais la sieste, tu vois, c'est-à-dire... Et alors, c'est ça. Bon, alors, effectivement, cette unification algorithmique du monde fait partie, sans aucun doute, d'un des éléments centraux de ce que nous nommons l'émergence de la complexité comme un phénomène objectif, n'est-ce pas? L'émergence de la complexité comme un phénomène objectif. Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de développer ça, étant donné qu'on a beaucoup, parlé... Oui. Juste un petit peu. Tous ces systèmes-là, ce me semble des systèmes pour faire fonctionner un organisme. On a besoin du même horaire pour faire décoller un avion, pour faire arriver un train, on a besoin du même horaire. C'est du fonctionnement. Et ce fonctionnement est lié à une désensibilisation de ce que nous sommes, nous. Bien sûr. Et ça, c'est le principe. On essaye de nous faire passer pour des éléments d'une machine, alors qu'on est, enfin finalement, pour moi, je suis un humain, donc j'ai besoin de ressentir des choses, d'avoir une certaine sensibilité. Et tous ces fonctionnements qui sont en cours, ça nous enlève toutes ces sensibilités qu'on peut avoir par l'intermédiaire des écrans, tout ça. Le fait de voir quelque chose en 3 dimensions, on nous le fait voir en 2 dimensions. Et le principe, on revient à l'histoire de l'apprentissage, c'est le fait de nous mettre dans... On nous met un savoir, mais on ne nous donne pas la connaissance. Enfin, je vois ça comme ça. Si, c'est quelque chose que... L'histoire le chemin, on nous fait voir le chemin, mais on ne nous le fait pas emprunter. C'est-à-dire on nous donne directement le but sur le GPS, tout ça. On n'a plus besoin de faire de tourisme, demander son chemin à quelqu'un. On sait qu'on doit aller là, donc on va directement... Si, ce sont des choses qu'on a beaucoup développées, nous, l'année dernière, même en parlant comme d'un point de vue neurophysiologique, la différence qu'il y avait entre information et connaissance. N'est-ce pas? Alors, je ne veux pas tout répéter, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une différence des natures structurelles entre l'information qui arrive à ma conscience directement, sans que j'expérimente quoi que ce soit. Et alors, une des différences fondamentales, ce n'est pas la seule, mais une différence fondamentale, c'est que l'information inhibe l'agir, et ce n'est que la connaissance qui est dans l'agir. N'est-ce pas? Alors, c'est sûr qu'un monde de plus en plus déterritorialisé, un monde dans lequel j'obtiens et vous comprenez comment je peux expérimenter? Qu'est-ce que j'expérimente? Qu'est-ce que j'expérimente avec mon smartphone si, à travers mon smartphone, je suis dans un rapport avec le monde qui est le même rapport qui est censé avoir l'Indien et les Suisses? Vous comprenez? Quelle est mon expérimentation? Vous voyez, c'est là où il y a un retrait des corps. Mais ce retrait des corps, cette dématérialisation dont tu parlais, bah, ce n'est pas un accident. C'est quand même une tendance très très lourde, très très forte, hein, dans laquelle, bon voilà, peut-être le fer de lance, ce sont les humanistes de la Singularity University, ou sont une bonne partie des gens même de la Silicon Valley, n'est-ce pas? Mais c'est cette idée quand même de que de plus en plus, on va aller vers ce monde-là qui est un monde dématérialisé. Alors je vais donner un élément pour essayer d'accrocher avec la suite comme je peux. Tu te moques? Non, pas du tout. Alors je vais donner un élément. Nous pouvons dire quand même que dans cette rupture que nous avons identifiée depuis l'année dernière et développée cette année, non, qui est l'émergence de la complexité, non comme une théorie, non pas comme une façon d'interpréter le monde, non, mais nous soutenons que ce qu'on nomme complexité relève d'un changement réel dans la mode d'autoproduction du monde. Alors, le concept d'autoproduction du monde est un concept un peu compliqué. Je vous demande, la prochaine fois, on va le développer, si Alpaca nous laisse. Mais effectivement,
disons que intuitivement, je vous demande de voir un tout petit peu l'idée d'autoproduction comme justement cette idée de que l'agir humain est un agir qui est en relation avec un ensemble du réel, hein, va dans une direction ou une autre. Mais là, il y a une sorte d'autoproduction de cet ensemble qui inclut l'humain. Vous comprenez? L'idée d'autoproduction du monde est ça. C'est l'idée quand même de qu'il y a une autoproduction du réel, une autoproduction de la réalité, hein, qui n'est l'œuvre des personnes. Bon, si quelqu'un pense qu'il y a quelqu'un, ici on est au 2e étage, s'il y a quelqu'un au 3e étage, c'est son affaire. Mais disons que dans tous les cas, d'un point de vue phénoménologique, nous n'avons pas besoin, comme dirait Laplace. Vous savez, quand Napoléon a dit et Dieu dans tout ça, maître, il a dit c'est une hypothèse dont je n'ai pas besoin, il a répondu à Napoléon Laplace. Non? Alors bon, nous on n'a pas besoin de cette hypothèse-là, mais dans l'autoproduction du monde, effectivement, ce qu'on va dire, c'est que le mode moderne, ce qu'on connaît les modes modernes, et qui correspond à une image, correspond à l'image cartésienne de l'humanité, sujet, la nature, objet. C'est une image, vous comprenez, c'est une image. Mais cette image-là correspond à un mode d'autoproduction du monde qui est le mode industriel, c'est le mode de l'ingénieur, c'est le mode problème-solution, c'est le mode linéaire, c'est le mode qui a besoin d'une unification, n'est-ce pas? C'est le mode des productions. Hein, c'est le mode de production. Ces modes-là, ces modes linéaires, notre hypothèse, et là je vais très vite parce qu'on l'a beaucoup développé dans d'autres séminaires, ça, hein, notre hypothèse, c'est qu'il y a un moment donné que cette mode de autoproduction du monde qui produit l'imaginaire d'un humain objet, sujet et un monde objet, eh bien, ces modes de autoproduction du monde arrivent à un point d'épuisement dans lequel, et ça on l'a défini plusieurs fois, hein, dans lequel la destruction qu'il produit est beaucoup plus grande de ce qu'il arrive à produire en positif. Bon, c'est ce qu'on avait dit. Hein, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que l'Anthropocène, la crise de l'Anthropocène, et ces moments-là dans lesquels ces modes d'autoproduction du monde, qui par colonialisme créent aussi un monde unifié, une abstraction, n'est-ce pas? Eh bien, ces modes d'autoproduction arrivent à un point dans lequel, objectivement, matériellement, ne va plus. C'est l'émergence de la complexité. La complexité, donc, est la possibilité que va travailler Edgar Morin, non, pour rendre à César ce qui revient, effectivement, c'est dans lequel on a besoin de tenir compte de systèmes multifacteurs dans lesquels il n'y a pas un sujet qui agit, il y a un ensemble de facteurs, systèmes multi-agents, comme on les appelait pendant quelques temps, ces systèmes multi-agents, multifacteurs, qui interviennent dans cette autoproduction et qui mènent à une complexité parce qu'il n'y a pas ni une linéarité possible, ni un principe de non-contradiction. Au contraire, on doit accepter une conflictualité sans solution, etc. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est une fois que nous pouvons étudier, que nous avons travaillé l'année dernière, on est revenu cette année, on reviendra dans cette méthode spiralaire comme ça, c'est quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons qu'est-ce que c'est cette crise de l'Anthropocène, quand nous voyons qu'est-ce que c'est cette complexité dans laquelle nous sommes d'emblée, n'est-ce pas? Il apparaît une urgence. Il apparaît une urgence de dire, bon, mais effectivement, la destruction, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on produit. Alors, on pourrait toujours se dire, mais cette idée de qu'il y a un changement d'époque, une rupture, mais ça, c'est une question théorique. Et à vrai dire, non. À vrai dire, un changement d'époque, ce n'est pas une question théorique. On peut la théoriser, comme il fait Morin, en développant la théorie de la complexité. Pour analyser quoi? Pour analyser la complexité réelle, vous comprenez? On peut la théoriser, mais elle est objective et matérielle. Alors, pour comprendre un tout petit peu comment un changement d'époque est perçu de façon non médiée par une théorie, nous pouvons prendre comme exemple la perception esthétique. Non?
C'est-à-dire, par exemple, même les plus ignorants des hommes, si, par exemple, ils passent devant une reproduction d'une cathédrale comme au Moyen-Âge, mais faite maintenant. Imaginons qu'on fait, tout à coup, comme ça, on fait une cathédrale des Moyen-Âge. D'ailleurs, au sud de la France, il y a eu un truc un peu comme ça. Alors on fait exactement comme... Même les plus ignorants du monde, des hommes, passera devant et dira « c'est comme si ». Vous comprenez? C'est comme si. Vous voyez? Même les plus ignorants des hommes, tout à coup, s'il entend que quelqu'un est en train de composer de la musique et qui fait du Mozart, c'est comme si, vous comprenez? C'est comme si. Parce que, comme notre perception corporelle la plus intime, elle est façonnée par l'époque, on n'a pas besoin de théoriser pour être au diapason de l'époque dont nous sommes emplis. Vous comprenez? En étant emplis de l'époque, il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'une théorie pour dire « tiens, c'est comme Mozart ». Vous voyez? Tiens, c'est comme Mozart. Hein? Ou, je ne sais pas, quelqu'un peut dire, il y a un patron très vache, je ne sais pas quoi, il dit, c'est comme s'il était son esclave. Mais il sait que c'est pas... Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un savoir on dirait, en abusant de Kant, un savoir comme c'était du synthétique a priori. Vous comprenez? C'est un savoir, effectivement, construit, mais un savoir que nous construit à nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin d'acquérir. Vous comprenez? Donc, la complexité comme perception est quelque chose qui n'a pas besoin de théorie. Vous comprenez? La complexité comme perception n'a pas besoin de théorie. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport au climat, par rapport à la démographie, par rapport au tourisme, par rapport à la pollution, par rapport au développement des cancers dus à la pollution, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une expérience qui n'a même pas besoin de devenir conscient. Vous comprenez? Nous sommes les contemporains d'un passage massif d'une époque à l'autre époque parce qu'on baigne dans la complexité. Vous voyez? Et on commence à être façonné. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, ça serait quand même compliqué, je vais le dire comme ça rapidement, mais ça serait compliqué de développer. Mais la hypercompatibilité des mômes avec l'outil numérique, c'est aussi, d'un point de vue neurophysiologique, un élément de cette compatibilité avec l'époque. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est compatible parce qu'on est empli de cette époque. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour les mômes, pas besoin de penser, de théoriser, de comprendre un monde digitalisé de tous les côtés et qui fait que la première fois qu'il va avoir contact avec la machine digitale, on est très étonné de comment il est hyper compatible. Vous comprenez? C'est-à-dire la hypercompatibilité vient du fait que c'est tout à fait un contexte, pour dire comme ça, épigénétique, n'est-ce pas? Pour dire vite fait, parce que c'est bon, peut-être un peu abusé d'utiliser le concept de l'épigénétique, mais dans tous les cas, c'est contextuel, vous voyez, qui façonne notre façon d'agir. Alors, la question qui à nous intéresse, c'est de dire, bah, effectivement, il y a eu un mode de lutter contre l'injustice, de comprendre le monde, de vouloir s'émanciper, etc., qui correspondait à la modernité, qui correspond au monde del ser. Aujourd'hui, quels sont les modes que nous pouvons considérer comme adaptés aux défis que l'époque pose? Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'injustice, la lutte des classes, l'émancipation des minorités, la lutte des femmes, la décolonisation militaire, non, et politique, parce que la décolonisation n'a pas eu lieu réellement. C'était une décolonisation qui a apporté immédiatement le néocolonialisme, lui, indécrottable. Non? Alors, effectivement, toutes ces luttes-là ne sont pas des luttes qui naissaient de la bonne volonté de quelqu'un.
Vous comprenez? C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui était très intéressant entre les jeunes Marx, comme on dit, et les Marx, non, les Marx adultes. C'est que, encore dans les écrits du jeune Marx, il y a un romanticisme très beau. Et moi, j'adore les écrits de 48 ou les écrits. Que c'est une subjectivité encore est là, une certaine subjectivité, qu'on pourrait dire, ça ne me plaît pas, cette injustice. À moi, ça ne me plaît pas. Je fais partie de ce qui ne me plaît pas. Le Marx adulte n'est pas du tout quelqu'un qui est en train de dire ça ne me plaît pas. Le Marx adulte est quelqu'un qui est en train de dire, étant donné les lois historiques, dialectiques qui dirigent la production du monde, si nous ne procédons pas à une révolution, un changement des pouvoirs, etc., la destruction va gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va dire, si les rapports de production, peut-être pour certains je parle chinois, je parle du marxisme. Alors, si les rapports de production ne changent pas, les rapports de production capitaliste, fédéralisme, non, parce que les niveaux baissent, on dit bon. Alors, si les rapports de production ne changent pas, les forces productives, mais les forces productives, ça veut dire la vie même, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire simplement la production. Les forces productives ne peuvent pas se développer, dit Marx, et à partir d'un certain moment, ils passent à la destruction. Vous voyez? Donc Marx n'est pas en train d'inventer de toutes pièces, de façon romantique et subjective, un monde plus juste. Il est en train de répondre à une convocation objective de l'histoire, il dit. Vous comprenez? Bon. Alors, l'agir du révolutionnaire, l'agir du contestataire pendant la modernité correspond à un monde qui est le monde des lettres, le monde qui croit aux lois de l'histoire et qui se auto-fabrique comme loi de l'histoire. Ce n'est pas qu'une croyance simplement, vous comprenez? C'est-à-dire que le monde du sens de l'histoire, ce n'est pas parce qu'il y a un pas sens de l'histoire qu'il n'est pas un monde qui s'est auto-construit d'une certaine façon. Eh bien, ce monde-là est le monde qui a produit le progressisme, l'humanisme. Humanisme, je vous rappelle que depuis le tiers-monde, ça veut dire colonialisme. Alors, ces mondes-là, ils s'écroulent. Ces mondes-là n'existent plus. C'est le monde de la norme fixe. N'est-ce pas? C'est le monde de la norme fixe. Alors, notre problème, c'est, pour le dire avec des mots un peu spinozistes, non? Quelle éthique? Éthique dans le sens spinoziste, c'est-à-dire éthique, ça veut dire une pratique. Hein? Quelle pratique? Quelle pratique correspond à la complexité? Vous comprenez? Alors, dans des mots spinozistes, on dirait il y a une éthique ontologique. C'est-à-dire quoi? Que l'éthique, c'est ce que j'ai fait, ce que je pense qu'il faut faire, ce qu'une culture pense qu'il faut faire. Ce n'est pas un caprice. C'est pour ça que j'expliquais les détours par Marx, vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas fruit de ma subjectivité. Le mouvement d'émancipation que Marx énonce n'est pas un caprice. Étant donné une conception ontologique des lois de l'histoire, du progrès, du sens, étant donné ces fondements ontologiques, je propose une éthique qui correspond. Vous comprenez? Il va dire, donc, l'éthique correspond à un mouvement ontologique. C'est compréhensible, ça? Oui. Il y a une éthique fondée sur une ontologie. Elle est fondée sur une réalité objective, n'est pas arbitraire. Notre question est, si le monde d'Elser, si le monde du progrès, le monde du sens de l'histoire, le monde de l'ingénieur, le monde cartésien de la séparation, de la binarité, n'est-ce pas, n'existe plus. Si ce monde-là est arrivé en top, quel est le fondement qui justifie une certaine éthique? Vous comprenez? Alors, la réponse était donnée, c'est-à-dire que la complexité, quand le monde de la complexité, quand le monde de la dispersion de cette norme unique commence à se manifester avec force. Vous savez, c'est les Japonais américains, non, qui ont écrit La fin de l'histoire,
hein, c'est-à-dire qu'elle dit, bon, c'est fini. C'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire c'est fini, les grands récits de l'histoire, du sens de l'histoire, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est fini, il n'y aura plus de fondements. Il n'y a plus de fondements. Et ça devient une expérience pour les gens, non pas parce que les Japonais l'écrivent, hein, mais ça, les Japonais sont en train de à peine raconter une réalité vécue par les gens. Et que comment s'exprime chez les gens? Ça s'exprime chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de nous. Hein? C'est ce subjectivisme qu'on a tous connu à partir, de façon triomphante, à partir des années 80. À partir des années 80, ça y est, c'était le tsunami du subjectivisme individualiste total, chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qui est quand même, effectivement, les Japonais, qu'est-ce qu'il va dire? Les Japonais, il va dire, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus d'émancipation, il n'y aura plus d'art, il n'y aura plus de... Non, c'est-à-dire que tout ce qui relève d'une tragédie de production, c'est fini, il n'y aura que la dispersion. Non? Et c'est la postmodernité. La postmodernité, que le concept de postmodernité vient de l'architecture. Ça veut dire quoi en architecture, la postmodernité? On peut faire la prochaine fois comme le jeu du collectif malgré tout, qui répond gagne des fours à micro-ondes. Cette année, cette fois-ci, c'est lui qui répond bien qui est lui, gagne un vieil aspirateur. Hein. C'est parce que le four à micro-ondes, c'est déjà... on l'a envoyé à Eduardo Alpaca. Il y a un gagnant. Un frigidaire, si tu veux. Pour les prochaines. Donc, je peux le faire. Alors, c'était quoi la question? Parce que je décompte tellement. Alors, donc, on dit, et quand il va dire, il n'y a plus un sens unique, quand cette norme, non? Quand cette norme explose, il n'y a plus. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, il n'y a plus rien qui unifie. Chacun agit d'après sa subjectivité propre. La psychanalyse va accompagner ces mouvements largement, dans le sens auquel, quand chacun dit oui, mais nous, l'analyse, c'est-à-dire nous qui, non, parce que c'est ce que Deleuze et Guattari vont expliquer dans l'Anti-Édipe, la psychanalyse comme un processus de production de l'individu. Tout ce qui arrive, t'arrive à toi. Tout ce qui arrive à toi. Non? Et toi, c'est la seule réalité. Non? Bien. Alors, à ce moment-là, effectivement, la question c'est de dire, est-ce qu'effectivement, comme le dit Fukuyama s'appelle, non? Comme le dit Fukuyama. Je prononce comme le Japon du Sud. Oui. Moi, je suis du Sud, de tout point de vue. Et alors, comme le dit Fukuyama, est-ce que c'est vrai que la seule réalité, c'est la dispersion subjectivante? Non? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Et alors là, il y a même une lecture de la démocratie de ce point de vue. La démocratie va devenir synonyme non plus déjà des institutions démocratiques, mais simplement du quantitatif. Vous voyez, du quantitatif. Combien de gens? Et les combien de gens, il va passer d'une politique de la tragédie, dans le sens grec, non de la tragédie, à une politique du pâtir. C'est-à-dire que le politicien va lui promettre que tu seras mieux avec moi. Tu vas avoir plus de chocolat avec moi. Vous voyez, on ne parle plus avec moi, la patrie sera plus grande, les maréchals Pétain ou la révolution. Vous voyez, non, on ne parle plus de la tragédie, ciao. Non? Avec moi, tu auras plus de chocolat. L'autre, non, avec moi, tu auras plus de chocolat, n'est-ce pas? Et alors, on va voter par rapport à qui va te donner plus de chocolat. Mais alors, ce qu'il y a en commun, le collectif, ça, il n'y a que les fascistes pour en parler, n'est-ce pas, de la patrie, et je ne sais pas quoi, parce que, c'est-à-dire, voilà. Alors, notre question, effectivement, c'est, mais quelles sont les bases, les fondements qui permettent, si ça existe, de fonder une nouvelle éthique qui a un certain rapport avec l'ontologie, avec un fondement. C'est là où, à la chute du monde del ser, à la crise de l'Occident, va lui correspondre ce dont on parle tout le temps, et c'est pour ça que nous,
à partir de quelques temps, quelques années, de parler de penser agir dans la complexité, comme cette année, c'est par rapport au agir, on a dit, bah, il faut tenir compte des mouvements décoloniaux. Pourquoi? Parce que à la chute du monde occidental, à la crise du monde occidental, va l'accompagner, le moment va être déséclipsé, va sortir de sa cachette toutes les cultures qui n'étaient pas cultures del ser. C'était ce qu'on a présenté, qu'on va revenir certainement, les cultures de l'estar siendo, n'est-ce pas? De l'estar siendo. Ok. Alors, ces cultures-là, ils sont d'autres fondements éthiques. C'est-à-dire qu'ils sont des fondements très territorialisés et qui fondent l'agir des gens. Notre question, c'est dans les Babylones, n'est-ce pas? Dans les grandes cités, dans les grandes villes, ou dans la campagne urbanisée et sururbanisée par la connexion en plus, n'est-ce pas? Quel est le fondement? Alors c'est très drôle parce qu'il y a quelques années, quand le collectif malgré tout avait travaillé avec des Indiens sans terre, on avait développé en Argentine, on avait accompagné des prises de terre, c'est-à-dire qu'il y avait un mode d'agir très particulier qui était en train d'émerger, non? On avait parlé de ça il y a 3 séances, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mode d'agir très très particulier qui était un mode d'agir qui ne s'inscrivait pas du tout dans la téléologie hegeliano-marxiste. C'est-à-dire qu'on n'allait pas dans un sens. Il y avait quelque chose de l'immanence qui accompagne cet estar siendo, non? Et l'estar siendo est cette immanence dans laquelle la raison de ce que tu fais se trouve dans ce que tu fais. N'est-ce pas? Eh bien, on a vu qu'effectivement, ces mouvements-là étaient très intéressants parce qu'ils n'avaient plus besoin d'une promesse téléologique pour agir. Alors, la question c'est de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, ces moments-là, il y a de ça au moins 22 ans, un truc comme ça, hein, qu'ici, dans ces locaux, on venait d'inaugurer ces locaux avant, les CDTIM étaient dans un autre lieu. Et on avait lancé avec les collectifs ici, en Argentine, au Brésil, et en contact avec les mouvements zapatistes qui étaient en train de se développer, on avait lancé un travail en disant, écoutez, on doit essayer de comprendre au nom de quoi agissent les gens qui agissent. Vous comprenez? Au nom de quoi agissent les gens qui agissent? Parce que si j'agis, il faut bien faire comme ce que j'expliquais dans les cas de Marx, mais c'est pas que, je dis parce que Marx il a organisé très clairement, mais au nom de quoi ils agissent, les gens qui agissent? C'est quoi le fondement? Parce qu'il faut résister au nihilisme de non-fondement de mon acte. Mon acte, il part de moi. Mon acte part de ma subjectivité fantastique. Alors c'était très drôle parce que ici, on avait fait des réunions dans lesquelles il y avait des gens un peu d'expériences différentes, très très intéressantes, parce que quand même c'était les occupations des terres, les Indiens sans terre, les paysans qui, les débuts de l'autogestion. Dont je parlerai après. Si, d'accord. Et alors, à ces moments-là, on s'est dit, bon d'accord, mais nous, puisqu'on ne peut plus se revendiquer d'un agir fondé par l'histoire, ou par, etc., de quoi? Et alors c'est très drôle parce que là, il y a, je ne vais pas les nommer parce que c'est un ami du collectif, et c'est même grâce à lui en partie qu'on peut être ici. Alors, il ne va pas nous déloger si je fais une critique, mais bon, quand même, c'est pas chic. Je me souviens que j'expose la question en disant, bon, mais tu vois, parce que par exemple, au Chiapas, il y a une revendication très ultra territorialisée, n'est-ce pas? Qui est la terre, la non-propriété de la terre, vous voyez, c'est-à-dire les Indiens ne demandent pas la propriété de la terre parce qu'ils disent, nous appartenons à la terre. Donc, il y a une boussole, pour dire comme ça, de l'agir très claire. Mais, comme on m'a dit une fois que je suis allé présenter un tout petit peu de la part de Marcos, je suis allé présenter un peu dans différents lieux, je présentais l'expérience de Chiapas. Et alors, à Lyon, on écoutait très intéressés les Français qui étaient là, et à la fin, ils me disent, oui, mais tu penses qu'il faut donc
occuper des terres et devenir paysan. Non, je pense pas. Effectivement, non, je pense pas. C'est-à-dire, je pense que non, c'est-à-dire qu'en Babylone, non, ça correspondrait à rien. Et alors donc on était en train de parler, on cherchait profondément, on s'est rendu compte qu'il y avait une question qui reste valable, et vraiment c'est un exercice que je vous conseille. Moi j'ai échoué il y a peu de temps à essayer de le faire avec des jeunes du collectif, c'était un bordel pas possible, ça n'a rien donné, qui est de dire, pourquoi vous, qui n'êtes pas un échec, ni un besoin, qui pouvez faire une vie d'individu, pourquoi vous qui avez devant vous, vous voyez, il y avait des avocats, des médecins, des jeunes adultes, mais des jeunes, que donc pouvaient faire une vie d'individu. Pourquoi vous vous cassez le cul à aller à la Méditerranée avec un bateau pour la Méditerranée, ou s'occuper des enfants sans papier, des mineurs sans papier? Pourquoi est-ce que vous vous cassez le cul à vous engager? Pourquoi? S'il n'y a pas un fondement. Alors moi je disais, essayez de voir, essayez de vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait bouger? Alors donc, ce qu'il a dit, là, mon ami d'ici, c'était très drôle parce qu'au bout d'un moment, vous voyez bien qu'il avait marre de la question, et alors il dit, écoute, moi, quel être soit d'accord avec le communisme ou pas, je m'en fous, moi je suis communiste. Alors c'est très très drôle parce qu'effectivement c'est très compréhensible son mouvement d'humeur parce qu'il en avait marre, mais c'est de l'humour à la fin parce que donc lui il mettait la lutte pour l'émancipation du même côté d'un individualisme subjectif. Lui il voulait, vous voyez, mais non, on ne peut pas fonder une lutte d'émancipation collective parce que lui il veut, parce que alors l'autre ne veut pas et ciao, vous comprenez? Et d'une façon beaucoup plus chic, Galeano, non, les grands écrivains uruguayens, parce que bon, même en Uruguay, il y a des écrivains qui sont presque comme les Argentins. Alors, Galeano, comment est-ce qu'il dit Galeano? C'était très drôle aussi ce qu'il a dit. Bon, il est mort, alors il ne va pas, mais... Ouais. Il disait, ah oui, s'il est bien, bon, je vous dis en espagnol, parce que bon, il parle espagnol, c'est sous-développé, après je vous traduis. Si el bien no existiera, habría que inventarlo. Si le bien n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voyez? Et c'est très drôle parce qu'à la fois, non, cette position ça peut être héroïque, fantastique, non, souffre d'une faiblesse structurelle totale. Parce qu'en face de nous, les gens qui sont en train de construire et détruire le monde à travers le néolibéralisme, le productivisme, l'extractivisme, etc. Et ils sont en fondement. Ils sont en fondement. Quel fondement? Du profit, de l'abstraction, de que la carte est plus importante que le territoire, c'est-à-dire l'abstraction financière est plus importante que le territoire, que l'être humain est simplement une ressource humaine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont un fondement qui est très très costaud parce que c'est le fondement quand même qui est en train de façonner violemment le monde. Et en face, c'est une faiblesse structurelle totale de dire bah, si les biens n'existaient pas, il faudrait l'inventer, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut bien quand même qu'on essaye de voir quel est le fondement, et pas seulement quel est le fondement, mais quel est le fondement qui correspond, pour dire de façon soft, à une idée adéquate d'assumer les défis du monde. Vous comprenez? Et bon, alors juste, il y avait un petit point que je veux dire, et après, pour développer la prochaine fois, parce qu'on est arrivé à un dixième, même pas. Non, c'est pas si mal. C'est pas si mal, merci. Alors, tout droit à un moment, quoi. Non, d'accord, non, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Ouais. Moi, c'est quelque chose de très important en réponse ah, ben vas-y, alors. à ce que tu dis. En ce moment, comme vous le savez sans doute, il y a une effervescence incroyable de personnes, et de jeunes ou de pas jeunes d'ailleurs, qui d'une part se réinstallent à la campagne pour faire de l'agriculture paysanne, d'autre part occupent des friches, des terres, et qui disent qu'ils sont contre le droit de propriété, qu'ils veulent sauver la terre. Il y a des ouvrages qui sortent tous les jours, Morisot, etc., sur
le lien qu'on a avec la Terre. Il y a une effervescence de mouvement incroyable en ce moment qui répond à cette question en disant oui, on n'occupe pas la Terre pour créer un droit de propriété, on occupe la Terre pour la sauver parce que nous dépendons de tout ce qui est vivant, animal, végétal et même minéral pour vivre, et donc nous ne voulons pas revendiquer un droit de propriété, nous voulons participer à sauver le vivant. Oui, alors ça c'est un point que vraiment il était marqué là, j'ai sûr qu'il y a au moins 4 post-it là-dessus. Je vais te répondre rapidement à un point, mais on va le développer la prochaine fois. Et après, je voulais finir avec la question de la dispersion. Non, la dispersion dans le sens de c'est agir sans fondement. J'espère avoir été assez clair la question d'un fondement. Non, parce que s'il n'y a pas de fondement, ce qu'il y a, c'est la fiction de l'individu. Et la vérité, c'est que la fiction de l'individu est une pure fiction, parce que plus on se sent individué, plus on se sent particulier, plus on se sent singulier, plus on est massifié. Hein? Il ne s'agit pas de libérer l'individu du pouvoir, il s'agit de nous libérer du pouvoir de l'individu. Hein? En Argentine, quand j'étais jeune, il y avait une pub pour un blue jeans qui disait quand tu portes ces blue jeans-là, tu te singularises. Alors des millions d'Argentins portaient ces jeans pour se singulariser. Alors l'individualisme, c'est comme ça, c'est la pire des massifications. Plus tu te sens individu, plus tu es massifié. Mais je voulais dire juste un petit mot par rapport à la dispersion avant d'arrêter. Vous avez l'explosion de la norme unique, la norme par rapport auquel tout le monde se mesurait dans la modernité, ma distance à la norme, etc. Bon, on peut revenir là-dessus. L'éclatement de la norme n'a pas ouvert les portes à une grande émancipation. Non, le subjectivisme individualiste est une pure illusion. Qu'est-ce qu'il a fait? A fait une sorte de cristallisation du panoptique de Bentham étudié par Foucault. Vous savez, les mécanismes panoptiques, c'est il y a le mirador et le tolard cessait toujours regarder, pardon, même si l'autre peut être roupi, mais il sait qu'il peut être regardé. Et alors, le mécanisme que Bentham va imaginer, c'est un mécanisme qui dit, au bout d'un moment, les prisonniers, à force de se sentir regardés, il va adapter son fonctionnement au regard normalisateur du maton. Et quand il sort de l'atoll, il a les matons incorporés. Nous assistons à ça aujourd'hui parce que les miradors, la norme, non, le monde des cerfs, la norme, cette norme, éclate. On n'a plus de miradors. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons tous un mirador et un maton dans la tête. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'éclatement de la norme, la subjectivité, la grande liberté du monde néolibéral, si supérieure à toutes les autres cultures, est sous condition de qu'on a tous les miradors et les matons incorporés. La norme, elle est toujours extérieure à l'organisme. La norme est toujours quelque chose auquel on doit coller, se comparer, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour aller vite? Eh bien, les miradors et le maton, aujourd'hui, on les porte tous dans la poche. N'est-ce pas? On les porte tous dans la poche. C'est les smartphones, par exemple, parmi d'autres artefacts. Mais qu'est-ce qui se passe avec les miradors? C'est-à-dire que nous croyons utiliser un instrument qui serait horizontal et un réseau. Et à vrai dire, nous savons tous, les pouvoirs politiques le montrent, à vrai dire, sont archi-centralisés. Il y a 2-3 pôles qui, de façon absolument verticale, contrôlent cette illusion d'horizontalité rhizomique. C'est absolument pas un rhizome. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment très vertical et un contrôle total. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, d'un point de vue phénoménologique, c'est intéressant de voir. Hein, c'est-à-dire, comment il y a ces réflexes, vous voyez, que tous les 30 secondes, tous les minutes, je ne sais rien, vous voyez, 100, 200 fois par jour, ces réflexes acquis de regarder les smartphones. Et à vrai dire, d'un point de vue neurophysiologique et psychologique, c'est les smartphones qui vous regardent. Vous comprenez? C'est les smartphones qui vous appellent. Vous comprenez? C'est les réflexes, que comme tout réflexe, pas tous, hein, mais la plupart des réflexes sont des réflexes culturellement construits. Hein. Les réflexes
culturels sont des réflexes qui font que j'incorpore la culture, ou je suis façonné par la culture dans mon corps. Hein. Donc je sens des choses immédiatement, sans me rendre compte que ce que je ressens est culturellement construit. Je suis tissé par ça. Hein. Ça, les goûts et les dégoûts alimentaires, c'est un exemple. C'est-à-dire, ça me dégoûte telle chose, et je dis non, mais c'est pas que je ne pense rien, ça me dégoûte, mais les goûts, les dégoûts, etc. Bon. Alors, effectivement, l'éclatement de la norme unique, loin de nous avoir mis dans un monde sans normes, et le succès de la norme unique, vous voyez, avec une apparence de multiplicité totale, hein, parce qu'il n'y a pas un mirador, il y a des millions de petits miradors dans nos poches. Eh bien, vous imaginez quand les smartphones est arrivé, j'appartenais à un des groupes d'anciens prisonniers, je ne sais pas quoi comme ça, qui ont lutté contre les bracelets, non, parce que le fait d'être logé. Bon. Et alors, c'est quand même rigolo, non? C'est quand même rigolo de que ni Bentham ni Foucault pouvaient imaginer que pas seulement on allait s'avaler les miradors et les matons, mais qu'on allait payer cher et qu'on allait les désirer. Et que les mômes de bidonville allaient voler des matons et des miradors, n'est-ce pas, quand ils réussissaient à passer 2 mois en dehors de l'atoll, par exemple, n'est-ce pas? Et alors c'est vrai que ça, on ne va pas trop développer ça, mais c'est quand même cette unification. Vous voyez, c'est-à-dire que, je vous assure, hein, pour beaucoup de gens comme moi qui ont passé beaucoup d'années en tôle, à moi on me demande pourquoi tu n'as pas de portable. C'est impossible, vous voyez, parce que les portables, c'est être tout le temps logé, être jamais seul, n'est-ce pas? Être toujours, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'absolument rédhibitoire, que si autour de vous, vous avez des gens assez honnêtes, comme vous avoir passé beaucoup d'années en tôle pour des raisons politiques ou autres, non? Parce que, et ils vous diront. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment de tellement immédiatement continuation d'être pris, n'est-ce pas? Et bon, la prochaine fois, si vous voulez, ou si Alpaca ou quelqu'un demande, on pourra un tout petit peu passer du temps par rapport à expliquer ces mécanismes d'arc-réflexe culturels, non? Qui font qu'effectivement, ce qui passe, c'est que, comme, vous voyez, c'est-à-dire dans l'atoll, vous savez, c'est drôle parce qu'il y a les faisceaux de lumière qui tournent, non? Et qui regardent les cellules, non? Et alors, tu pouvais faire tes trucs, que ce soit un trou pour te laver, au lire, ou faire la gym, moi je sais pas quoi, pendant que tu calculais le temps qui passait le faisceau. Et je pense que grosso modo, quand je regarde les gens dans les métros, ça doit correspondre grosso modo au même temps que les faisceaux revient, les temps qu'il sort les miradors de la poche, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pas du tout un truc de pub, je sais rien, c'est juste par rapport à cette homogénéisation. Et pour introduire la question qu'on voulait parler aujourd'hui et que ça a à voir un peu avec ce que tu dis, mais je n'ai pas répondu, mais je vais te dire une petite réponse quand même de 2 minutes. Et la question, c'est la question des fondements. Parce que nous ne pouvons ni nous fonder en disant « je me territorialise dans la terre ». Je me territorialise dans la terre, ça reste quand même possible pour une minorité. Pourquoi pas? Mais c'est une minorité, imagine-toi quelle horreur. Non, mais imagine-toi quelle horreur si 1/10 des Parisiens allaient se territorialiser dans la terre. Tu vois, quelle horreur, tu vois. C'est toujours des minorités qui agissent. Tout à fait. Alors donc, c'est une réponse minoritaire et très importante et très valable, mais de toute façon, les néo-ruraux, c'est un essai de territorialisation souvent très réussi, souvent non. Il ne faut pas oublier, moi qui ai accompagné vraiment depuis des années des expériences des néo-ruraux ici et là-bas, je vous assure qu'il ne faut pas sous-estimer la dureté, non, qui n'est pas comparable à ce qui vit un Indien en Patagonie ou à la Quiaca, vous comprenez? La dureté de cette territorialisation, que c'est fantastique, je ne critique pas. Simplement, la question c'est, nous devons essayer de voir s'il existe et quels sont les fondements qui pourraient être en consonance avec une éthique de l'acte. Parce que si nous ne trouvons pas cette consonance-là, eh bien nous retombons
comme dit Galeano, si le bien non existe, on devrait l'inventer, ou comme disait le copain, je m'en fous si l'être n'est pas de gauche, moi je suis de gauche, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Mais vous comprenez, s'il n'y a aucun fondement, si tout est vraiment possible et tout égal à tout, si vraiment le nihilisme et le seul fond, eh bien effectivement, alors là, ciao. Alors, tout l'effort, c'est pour voir si effectivement il existe quand même des fondements possibles à en agir dans la complexité. Et dernier mot, et très compliqué, pas complexe, mais très compliqué, si un agir existe à la hauteur des défis de la complexité, ils ne peuvent pas être des agirs structurés comme un agir de l'individu vers. Vous comprenez? Ça ne peut pas être comme si, par exemple, je suis communiste, trotskiste, anarchiste. Ah non, je suis un agir de la complexité. Parce que l'agir de la complexité exige, ou passe, entre autres, par une vision, par une conscience, par une connaissance de ce qu'on nommait l'individu, non, autonome, l'individu complet, l'individu, comme une multiplicité pas tout à fait unifiée. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'idée de dire qu'est-ce que je dois faire, elle est piège. Parce que ce je reste piégé dans les paradigmes de la modernité. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, Eduardo Alpaca, qui est quelqu'un de très très territorialisé, il ne dit pas qu'est-ce que je dois faire. Il ne dit pas qu'est-ce que je dois faire. Multiplicité agencée avec son territoire, il participe à en agir. Vous comprenez? Ce n'est pas en tant qu'individu qu'il agit. Et alors, ça, c'est quand même un des défis à comprendre, hein, de comment il ne s'agit pas comment nous, en tant que sujet, on va agir autrement. Mais ce changement implique quand même un changement radical qui fait qu'il ne s'agit pas de, comme dirait Badiou, un agir sous conscience, je ne sais pas quoi, non. Et vous voyez, Badiou, par exemple, il a, dans son Être et l'événement, à un moment donné, il dit « ce qui erre autour du site événementiel ». Alors, donc, il y a des sujets, il y a des individus qui, contrairement aux autres, errent quelque part, le site événementiel, voilà. Et ben justement, nous, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que si nous continuons à nous expérimenter comme des unités individuelles, il y a quelque chose qui reste piégé dans les problèmes. Et alors la question, c'est comment nous pouvons, sans aucun type de sophisme artificiel, mais par où passe la possibilité de nous expérimenter autrement que comme des individus individués séparés du monde. Vous voyez, pour l'individu de la modernité, les mondes étaient son décor, les autres étaient des acteurs secondaires ou des figurants, et lui, il est la vedette. Hein? Après moi, le déluge. C'est la question des liens. Et ça, c'est notre question. Notre question, c'est comment nous pouvons nous expérimenter. C'est une des questions, effectivement, d'agir dans la complexité. Mais il n'y a pas d'agir dans la complexité si nous ne pouvons pas nous expérimenter comme beaucoup plus qu'un individu et beaucoup moins qu'un individu. Vous comprenez, beaucoup plus d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Bon, alors donc, je rappelle pour les gens qui ont l'amabilité de nous suivre par notre chaîne de télé et qui nous suivent par YouTube, que ça serait très très bien si vous pouvez faire parvenir au site du collectif malgré tout des questions, des interventions, questions de donner une certaine dynamique. Pour ceux qui nous suivent par Zoom, parfois c'est possible ou pas d'intervenir en direct, donc voilà. Et pour les autres, pour ceux qui est possible de nous faire l'amitié, comme ceux qui sont ici, de venir nous troubler avec des regards de « mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Voilà. Donc la prochaine séance du séminaire est le
Sur le site du collectif, il y a le 15 février. les 15 février, collectif malgré tout.